pour l'Occident de manifester une hégémonie morale que la période coloniale lui avait fait perdre. Alors, bravo, vive les droits de l'homme, mais attention aux droits de l'homme. On peut s'interroger dans une troisième question sur la spécificité du philosophe par rapport aux autres intellectuels. Le philosophe a une réflexion approfondie sur les valeurs humaines, et c'est en cela que la philosophie, plus que toute autre matière, conduit le philosophe au choix de l'engagement ou du non-engagement. Cependant, cette réflexion sur des valeurs générales n'est pas toujours pertinente dans des situations précises et particulières qui nécessitent une connaissance importante portant sur une culture, l'histoire d'une civilisation ou encore une mémoire spirituelle commune. L'intellectuel philosophe, en tant que philosophe, ne doit-il pas alors limiter son engagement à certaines situations et à certaines questions? Bon, mais je crois que, en un sens, j'ai déjà répondu. C'est-à-dire que l'intellectuel qui pratique l'étude de la philosophie peut prendre position sur tous les problèmes où il pense qu'il doit prendre position. Mais c'est peut-être trop prétentieux que de vouloir engager la philosophie elle-même. Là, je vais convoquer, je ne l'ai pas encore fait, Descartes. Alors, Descartes dit dans le discours de la méthode, parlant de la philosophie avant lui, c'est-à-dire ce qu'est devenu l'aristotélisme à travers la scolastique, et disons un peu la décadence de la scolastique, un art de parler de tout. Bon, c'est-à-dire, pour Descartes, c'est inconsistant. Alors il va remplacer cet art de parler de tout par sa propre construction, alors que sa construction va correspondre au classicisme. Quand il dit que, c'est une parenthèse, mais je crois qu'elle est éclairante, quand il dit que l'œuvre d'un seul en architecture est supérieure à l'œuvre de plusieurs, c'est le choix du classicisme. Versailles, c'est l'œuvre d'un seul. Les cathédrales gothiques sont l'œuvre de plusieurs, peut-être même d'innombrables gens. Alors, préférer ce qui est l'œuvre d'un seul, c'est un choix esthétique. Et Descartes pensait faire un choix de vérité, mais peut-être qu'y avait-il dans sa conception quelque chose d'esthétique qui dominait le choix de la vérité. Alors, bon, pour serrer de plus près la question, je crois que j'en reviens à mon idée principale. Prenez position sur les problèmes du monde, engagez-vous, si ce mot engagé doit être retenu comme tel, mais ne compromettez pas la philosophie. La philosophie, c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose? Eh bien, bon, je ne vais pas me répéter, c'était cette autonomisation par rapport à la religion. Il y a un rapport philosophie-religion. Hegel, il dit carrément que la philosophie et la religion ont le même objet. Seulement, pour la religion, cet objet a pour fondement une révélation ou une inspiration, le sacré, et la philosophie ne peut pas se référer au sacré, mais l'objet est le même. Que recherche pour lui-même le philosophe qui s'engage? Pourquoi s'engage-t-il à un moment donné? Et pourquoi privilégie-t-il un type d'engagement et un moyen d'action particulier? Alors, je ne sais pas quel moyen d'action peut privilégier le philosophe. Je constate qu'il y a des individus qui s'engagent. Pour moi, le fait qu'ils soient philosophes ou pas est une autre affaire. Je l'ai déjà dit, je regrette de me répéter à ce point. Je ne crois pas qu'il y ait d'engagement philosophique spécifique. Qu'est-ce que ce serait l'engagement philosophique spécifique? On est pour ou contre quelque chose, pour ou contre la peine de mort par exemple. Bon, il y a des gens qui sont pour la peine de mort en pensant qu'elle est dissuasive et qu'elle évite le renouvellement de crimes abominables. Il y a des gens qui sont contre
en disant qu'on n'a pas le droit de toucher à la vie humaine. D'ailleurs, l'origine religieuse, tu ne tueras point. Hein. Bon, depuis le décalogue jusqu'au christianisme, on a quelque chose qui va contre la peine de mort. Bien. Alors, je pense que... tenez, on va terminer par une plaisante histoire sur Socrate. De Socrate, on a fait le saint de la philosophie. Il y a un poème de Lamartine où il confond presque le Socrate et Jésus. Enfin bon, c'est un truc de poète, ça. Bon, alors, Socrate est condamné à boire la ciguë parce qu'il corrompait la jeunesse, nous dit-on, parce qu'il donnait un enseignement qui était contraire à la religion d'Athènes. Est-ce bien sûr? Parce qu'avant de mourir, Socrate dit à Criton, je pense, n'oublie pas de sacrifier un coq à Asclépios. Asclépios Esculape, c'est le dieu des maladies, c'est le dieu de la médecine. Et quand on est guéri d'une maladie, on doit sacrifier au moins un coq à Asclépios. Et la maladie dont on est guéri, en l'occurrence, c'est la vie. Il va mourir. Bon. Alors, ça, c'est la légende dorée de Socrate. Mais, si on regarde les choses d'un peu plus près, tout ça se déroule à l'époque de la guerre du Péloponnèse. Les Spartiates, pendant un temps, occupent Athènes et imposent à Athènes un gouvernement à leur ordre. C'est le Vichy de l'époque. Le gouvernement dit des 30 tyrans. Or, parmi ces 30 tyrans, nous le savons, il y a Critias, qui se trouve être un des oncles de Platon. Bien. Alors, je crois que c'est Thucydide qui a vendu le pot aux roses, enfin, qui a expliqué ça. Alors, il est vraisemblable que Socrate, qui était un homme peu fortuné, a bénéficié de quelques petits avantages sous le régime de Critias, qui était l'oncle de Platon, et qu'on lui a fait payer. C'est une revanche, c'est une épuration peut-être injuste, mais c'est une revanche politique, et qui n'a aucun rapport avec la sainteté de Socrate et le fait de construire un saint pour la philosophie. Voilà, il y a toujours plusieurs lectures d'un même phénomène. Oui, c'est vrai. On ne connaissait pas cette version-là. Oui, je m'en servais à certains moments, un peu pour choquer les esprits d'ailleurs. Non, c'est assez... Si on ne prend pas de position radicale, on n'est pas écouté. Je dis ça pour ma femme qui me reprochait tout à l'heure la radicalité.